Bonsoir Frédéric Souillot, bienvenue, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir. À côté de vous, Christophe Barbier, Bernard Sananès de l'Institut Lab. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Bonsoir Frédéric Farah, bienvenue. Vous êtes économiste, enseignant, chercheur à Paris-Sorbonne. Bonsoir Anna Cabana et bonsoir Guillaume Tabar du Figaro. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver toutes et tous. Un mot tout de même, Frédéric Souillot, de ce mouvement de grève donc, qui commence un peu plus tôt que prévu alors. Là, a priori, le niveau de puissance a commencé à baisser dans les centrales nucléaires françaises. Est-ce que les syndicats ont été surpris par la célérité des sénateurs ? Alors, ce n'est pas que la célérité des sénateurs, c'est peut-être la communication sur les régimes spéciaux qui a fait que ça a un petit peu rajouté de la tension et l'anticipation des choses. Mais les chauffeurs poids lourds, en interfédéral, sont en grève dès dimanche soir aussi. Donc, c'est à quoi comme impact concrètement ? Le fait que ça commence plus tôt, le fait que ça commence aujourd'hui ? Mais en fait, l'impact pour remettre en route après les centrales sera plus long. C'est-à-dire que si ils arrêtaient la grève demain matin, il faudrait 3 semaines pour arriver à revenir à un niveau... Sauf qu'ils n'ont pas prévu l'arrêter demain matin, après. Non. Non. Ça veut dire que ça va durer combien de temps, alors, selon ce que vous savez pour l'instant, M. Souillot ? Parce qu'il y avait initialement un appel à la grève en vue de mardi. Le 7. Voilà. Donc ça commence dès maintenant. Mais les régimes spéciaux se trouvent encore une fois sous le projecteur. Et jusqu'à maintenant, on parlait de contrat social. Mais là, le Sénat et Bruno Retailleau a remis les régimes spéciaux au centre de la table. Ils réagissent. Ils réagissent et ils seront en grève dès ce soir, d'ailleurs, je crois, demain matin pour le préavis. Et puis, ils vont continuer, mais... Régime spéciaux, pour rappeler à nos téléspectateurs, M. Souillot, c'est la clause du grand-père qui est a priori dans ce texte, c'est-à-dire que les régimes spéciaux sont maintenus pour la quasi-totalité des personnes concernées. Quasi-totalité. Quasi-totalité, c'est pour ça que j'utilise ce mot. Oui. Ce sera pour les nouveaux entrants dans les différentes professions concernées que ça devrait changer, Guillaume Tabar. Est-ce que je peux vous poser une question, M. Souillot ? Oui. L'un des grands arguments des opposants à la réforme des retraites, c'était de dire « mais le gouvernement veut imposer une réforme qui est rejetée par les 2/3 ou par les 3/4 des Français ». Or, il y a une mesure qui, pour le coup, est approuvée par les 2/3 ou les 3/4 des Français, c'est précisément la suppression des régimes spéciaux. Alors, est-ce que dans un cas, vous dites le gouvernement n'a pas le droit d'aller contre l'avis de l'opinion, mais dans l'autre cas, non, il ne doit pas aller dans le sens de l'opinion ? C'est une vraie question ou c'est une question à vie, ça ? Question éditorialisée, ça, j'ai l'impression. Donc, la réponse m'intéresse. 94% des actifs sont contre un recul de l'âge de départ ou un allongement de la durée de cotisation. Et dans nos revendications, notamment les miennes à Force Ouvrière, nous, on dit maintien de la totalité des régimes. Donc, sondage ou pas sondage, les régimes spéciaux, nous souhaitons qu'ils soient totalement maintenus. Et il y en a plus que ceux qu'on met sous le projecteur, comme EDF, GDF, SNCF ou RATP. Vous dites sondage 2 fois, enfin l'un et l'autre une fois. Je suis obligé d'interroger Bernard Sananès, qui est un spécialiste. Alors, sans reprendre l'angle éditorialisé de Guillaume Tabar, c'est vrai qu'il y a effectivement dans l'opinion, de manière tout à fait factuelle, moi c'est mon rôle de rappeler les chiffres, à la fois cette opposition à la réforme, 2/3 des Français, chez Lab ça va jusqu'à 75-80% des actifs, pas tout à fait 94, mais il y a des mesures différentes. En tout cas, vous avez raison de dire que l'opposition à la réforme chez les actifs, c'est-à-dire dans le monde du travail, quelle que soit d'ailleurs sa catégorie socio-professionnelle, que l'on soit ouvrier, employé ou que l'on soit cadre dans des intensités différentes, on est opposé à la réforme, mais en même temps, comme depuis 2019, ce n'est pas une surprise, il y a cette approbation d'une mesure qui est perçue comme une mesure d'équité sur les régimes spéciaux. Voilà un peu l'état, la photographie de l'opinion. On verra dès les prochaines heures, les prochains jours, ce qui s'est passé pendant 15 jours. Est-ce que ces 15 jours d'accalmie, au moins médiatique et un peu politique aussi, ont fait évoluer l'opinion ? Est-ce qu'au contraire, la dynamique qui est celle qui a soutenu le mouvement syndical continue de s'enregistrer jusqu'à présent, depuis l'annonce du projet mi-janvier? Finalement, ce qui frappe, c'est une forme de stabilité de l'opinion dans son rejet de la réforme. Christophe. La clause du grand-père sera sauvée.
pouvez être rassuré, parce que d'abord, le gouvernement ne veut pas y toucher. Or, s'il y a un vote définitif à l'Assemblée, c'est cette voie de la clause du grand-père qui l'emportera. Et s'il n'y a pas de vote, que ça passe par ordonnance, il y aura donc la clause du grand-père. Par ailleurs, quand la droite a décidé de s'attaquer aux régimes spéciaux, elle a dit, bon, nous, on va accélérer, c'est pas 43 ans, l'extinction par la clause du grand-père, on va faire 20 ou 25 ans, mais en échange, on propose à ceux qui ont un régime spécial des trimestres en plus ou des augmentations salariales pour compenser. Parce que les sénateurs, bien qu'étant de droite, considèrent qu'en effet, c'est injuste de dire à quelqu'un, quand il est embauché, vous aurez telle retraite, puis au bout de 20 ans, lui dire, bah non, finalement, ça va se terminer plus tôt. Est-ce que ça ne mérite pas d'être étudié, ça? C'est-à-dire, on sort plus vite du régime spécial, mais avec des trimestres de retraite en plus ou des augmentations salariales? Il n'y a pas grand-chose qui mérite d'être étudié. À partir du moment où il y a recul de l'âge de départ et allongement de la durée de cotisation, discuter autour du reste, ça ne change rien sur notre opposition à cette réforme. C'est comme sur carrière longue, pénibilité, ou, je ne sais pas, j'ai vu CDI senior, on avait déjà eu des tentatives de contrat jeune à l'époque, mais on le dit en intersyndical et nous le disions encore hier soir en meeting où nous y étions tous, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Tous les pays européens autour de nous l'ont fait. Est-ce que c'est pas mieux de le faire comme eux, mais alors en essayant de le monnayer, en obtenant beaucoup de choses? D'ailleurs, le gouvernement a déjà lâché quelques milliards à l'Assemblée. Les pays européens l'ont peut-être fait. Regardez la durée de cotisation de nos voisins européens. Je prends le rapport du corps du 17 février 2022. Conseil d'orientation des retraites. C'est vrai, excusez-moi. Non, mais je suis double champion de France d'acronyme. Oui, c'est vrai. Je m'entraîne. J'avais remarqué. Personne ne cotise 43 ou 44 ans. Alors, Anna... Oui, juste quand même une... D'un mot là-dessus, je voudrais qu'on avance sur mardi ensuite. Quand la droite sénatoriale s'empare de ce sujet, de l'accélération de la suppression des régimes spéciaux, c'est pas parce personne au sein de la droite sénatoriale ne croit que ça va aboutir, parce que pour le coup, l'exécutif, le gouvernement est est catégorique là-dessus, c'est-à-dire les centristes aussi. Et les centristes aussi. Donc, si vous voulez, c'est juste pour la droite une façon de revenir à ses fondamentaux, de montrer, c'est un marqueur politique et une façon de se positionner pour la suite. Mais la question, en fond, ça hérisse les syndicalistes, mais ça n'a aucune chance de passer et tout le monde le sait. Sauf que le gouvernement avait très peur que Bruno Retailleau c'est le patron des Républicains qui sont majoritaires au Sénat. Absolument, Bruno Retailleau, le patron du groupe Les Républicains du Sénat et ses troupes, en s'emparant de ça, si vous voulez, hystérise et embrase l'humeur des syndicalistes. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Donc du côté d'Elisabeth Borne, on n'est pas content du tout, si vous voulez, de ce que vous dites, cher monsieur. Voilà. Que, oui. Mais en même temps, ça fait un moment qu'ils ne sont pas d'accord les uns avec... en tout cas, Matignon avec les syndicalistes. On n'est pas content du tout de voir les effets, si vous voulez, des effets politiques de la façon dont Bruno Retailleau s'est emparé du sujet. Alors, excusez-moi, je voudrais avancer sur note du renseignement territorial que BFM TV a pu consulter. 1 100 000 à 1 400 000 personnes, selon les autorités, attendues mardi dans toute la France. 320 actions un peu partout dans le pays. Une nouvelle fois, les villes petites, les villes moyennes devraient être mises à contribution. Mardi, c'est censé être le grand soir pour les syndicats. Ça va même débuter le matin. Oui, mais c'est l'expression. Parce que si vous avez dit le grand matin... Même la veille, en fait. Si vous avez dit le grand matin... Mais du coup, le grand soir, la veille, ça fonctionne. Bon, bref, soyez concentrés, s'il vous plaît, Anna Cabana. C'est ça, le horaire. Oui, voilà, c'est ça. Monsieur Souillot, reprenons notre sérieux 3 secondes, parce que je pense aux gens qui nous regardent et qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, pour celles et ceux qui participent passivement, qui ne participent pas à cette journée de mardi. Ça va ressembler à quoi, mardi? La France à l'arrêt, d'abord par la grève, dans les transports collectifs, mais aussi tout un tas de grèves dans des entreprises du privé, et avec des piquets de grève qui seront montés. Et puis, il risque d'y avoir quelques blocages. C'est quoi des blocages? Mais soyons clairs, c'est l'effet de surprise là, que vous ménagez, ou est-ce que vous attendez je ménage pas d'effet de surprise. L'intersyndicale des Pyrénées-Orientales a annoncé que dès lundi matin, ils bloqueraient les 2 ronds-points qui mènent au Boulou, et après ils iraient en manifestation et tout cela. Et ça, il y en aura dans d'autres départements. Donc ça veut dire que vous annoncez ce soir que la France sera vraiment bloquée. Et je vous pose la question à dessein, monsieur Souillot, parce que entre l'ambition politique, en tout cas la détermination syndicale, et la réalité, parfois il y a une marche et elle est plus ou moins importante. Donc vous nous dites ce soir, le pays sera vraiment bloqué.
La France sera vraiment à l'arrêt mardi, oui. Non, en même temps, non, parce qu'il y a une France qui va télétravailler, il y a une France qui va aller au travail à vélo. La France ne sera pas à l'arrêt. En revanche, il y aura un immense moment de protestation dont on verra si le mercredi 8, le jeudi 9, ça embraye sur autre chose. C'est ça surtout l'enjeu. Oui, et puis vous nous dites, dans les Pyrénées-Orientales, il y aura telle action, dans tel département, il y aura telle autre action. C'est aussi une manière de montrer et finalement d'avouer qu'il n'y aura pas une grève générale et nationale qui était quand même le rêve initial, notamment de la CGT. Il y a une reconnaissance aujourd'hui qu'une action globale et nationale n'est peut-être pas possible. Là, vous détournez mes propos. Non, La dernière fois que les organisations syndicales ont décidé la grève générale, c'était en 1913. Ça n'existe pas, la grève générale. Dans les rêves, peut-être, mais ça n'existe pas. La grève, elle se construit, et c'est entreprise par entreprise ou administration par administration. Les préavis sont déposés. Je vais prendre le cas, je les ai rencontrés au Salon de l'Agriculture, des salariés de l'agroalimentaire. Eh bien, ils m'expliquent que dans les abattoirs, ils se mettront en grève mardi, mercredi, jeudi, parce que dans le même temps, il y a les négociations sur les salaires. Cette réforme des retraites, c'est le catalyseur de ce qui bouillonnait déjà dans la marmite depuis l'après-confinement, l'inflation et toutes les mesures qui ont été faites, qui ne sont que des rustines. C'est avec la paye qu'on remplit le frigo. Mais ceux qui on parlait d'augmentation de salaire. Ceux qui manifestent, ils n'ont pas la paye, du coup, monsieur Souillon. Ah oui, ça, je sais, ils le savent. Mais j'étais à Mende il y a 2 jours, à Valence et à Saint-Étienne hier. Je peux vous dire que la détermination, elle est pleine et entière. Je vous demande votre avis dans un instant, Frédéric Farah, sur ce que ça signifie économiquement aussi pour les Français dans ce contexte-là, la journée qui s'annonce. Avant ça, on va écouter quelques réactions. À Saint-Étienne, justement, pas loin de l'endroit où vous étiez hier, quelque part entre les deux, vous allez écouter des usagers qui se posent des questions et répondent à Anne-Sophie Vermont à quelle sauce ils vont être mangés mardi. On a un gros point d'interrogation, on ne sait pas si l'école fait grève. Et puis les transports. Parce que je suis très transport en commun, donc gros point d'interrogation. À voir, mais je suis vraiment partante pour la grève. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si j'ai besoin de partir pour aller chez le médecin ou autre et que je me retrouve coincée, oui, effectivement, ça va être compliqué. Moi, sachant que je ne suis pas véhiculée et que vu que j'habite en centre-ville, je fais tout avec les transports. Si je ne les ai plus, je suis coincée. Donc forcément, c'est angoissant un petit peu, mais bon, après, c'est pour la bonne cause. Vous leur dites quoi à ceux qui sont angoissés ? Ils sont angoissés, mais la dernière phrase de la jeune dame, c'est pour la bonne cause. Je leur dis ce que nous disons depuis le 10 janvier. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation et son soutien. Elle le dit, je le comprends, même si ça risque de m'ennuyer, mais c'est pour la bonne cause. Eh bien, ce sera pour la bonne cause. Et les transports publics à l'arrêt, c'est dès lundi soir. Frédéric Farah, alors évidemment les syndicats veulent mettre le pays à l'arrêt pour faire pression sur le gouvernement et mettre un stop à cette réforme. Est-ce que c'est un argument qui est aussi valable en 2023 qu'il était en 96 ou avant dans une France pour partie digitalisée? D'ailleurs, je le mentionne volontairement parce que Clément Beaune, aujourd'hui ministre du Travail, dit aux Français télétravailler. Ça, c'est un argument qui n'existait pas avant il y a 2 ans. Oui, mais en même temps, croire que la majorité des travailleurs, c'est-à-dire 31 millions d'actifs, télétravaillent ou travaillent majoritairement, c'est pas le cas. Je veux dire, il y a 31 millions d'actifs dans ce pays. Sur 31 millions d'actifs, tous les individus vont pas travailler, surtout que vont pas télétravailler. Donc, c'est pas un argument économique. D'autre part, l'histoire de la peur ou de l'impact sur le PIB, quand on regarde par exemple une grève significative, celle de 95, l'impact sur le PIB était complètement dérisoire. Donc c'est pas le PIB s'est effondré parce qu'on a eu les grèves de novembre-décembre 95. Donc là-dessus... Donc c'est quoi? C'est l'opinion qui est en jeu là? Oui, parce que je crois qu'il y a un vrai problème à plusieurs étages qui, pour toutes sortes de raisons, était un peu sous le tapis. Premier problème, et que les Français comprennent bien et qui est ancien, c'est le problème du pouvoir d'achat. Le problème des salaires qui ont effectivement insuffisamment progressé avant même Covid, avant même inflation et autres. Il y a des catégories entières de la population qui voient leurs dépenses contraintes ou préengagées, qui prennent de plus en plus de place dans leur budget. On voit bien que le poste alimentaire, du fait de l'augmentation des prix de l'alimentation, pour les ménages les plus modestes, ça prend encore plus. Et on va y revenir dans la demi-heure. Et quand on voit aussi pour le logement. D'autre part,
toutes les réformes des retraites, on peut commencer Séguin 87, 93, Balladur et ainsi de suite, se sont traduites par des modifications de paramètres qui se traduisent à la fin par des modes de calcul des retraites et du pouvoir d'achat, enfin des modes de calcul des retraites moins avantageux, et d'autre part, et qui ont un impact sur la dégradation à terme du pouvoir d'achat des retraités. Le corps le dit. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où globalement, le travail ou les travailleurs voient leur situation se dégrader depuis longtemps. Et on peut dire que, par exemple, entre 1990 et aujourd'hui... Pardon, Frédéric Farah, excusez-moi, je vous entends un instant dans la démonstration, qui pour le coup, je trouve, est efficace, mais je me tourne vers Monsieur Souillot, pardon, vous étiez en train de boire un coup, mais... De l'eau. Évidemment, Ah oui. Christophe. Non mais... Est-ce que, en fait, vous ne devriez pas vous mobiliser plus largement pour les travailleurs? C'est ce que vous dites en creux, plutôt que pour la réforme des retraites. Ce que vous explique Frédéric Farah, c'est que le pouvoir d'achat est en baisse, que les choses vont moins bien, et depuis les années 90. Oui, mais juste, j'ai rajouté une chose. Mais en même temps, je pense que les travailleurs d'aujourd'hui sont les retraités de demain. Et donc, et je pense qu'effectivement, la question du pouvoir d'achat, elle doit être regardée chez les retraités comme chez les actifs. C'est mon point de vue. Et je pense que cette position-là, pour moi, c'est ma préoccupation à titre... Un mot de Frédéric Souillot, ensuite Guillaume Tabar. La mobilisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment dans les campagnes. C'était déjà... ça bouillonnait dans la cocotte sur pouvoir d'achat. Et l'année dernière, le premier communiqué de l'intersyndicale, le 12 juillet, où il ne manquait aucune organisation, était bien sur le pouvoir d'achat, avec hausse des salaires et indexation du SMIC et coup de pouce au SMIC, dégel du point d'indice pour la fonction publique et tout cela. Donc, c'était le premier communiqué intersyndical. Donc vous dites qu'il y a une continuité. Oui. Et les mobilisations sont massives parce que la retraite, c'est le catalyseur. Oui, et moi je ne comprends pas non plus le lien entre pouvoir d'achat et réforme des retraites. Parce que vous dites en gros que la réforme des retraites a un impact sur le pouvoir d'achat. Outre que dans cette réforme-là, il n'y a aucune baisse des pensions. Par le passé, lorsqu'on est passé de l'indexation sur les prix à l'indexation sur les salaires, etc., ça a pu jouer sur le montant des pensions. Là, il n'y a rien qui joue sur l'effet des pensions. Et puis surtout, avec un report de l'âge légal de départ, donc, et c'est même l'objet de la contestation, c'est qu'on va dire aux salariés qu'il faut travailler 2 ans de plus. Alors, je conçois qu'on puisse contester ce choix-là, mais objectivement, travailler 2 années de plus, ça veut dire 2 années de plus à être payé par son salaire et non pas par une pension de retraite. Donc, par définition, le salaire que l'on va toucher pendant ces 2 années sera plus important que la pension de retraite qu'on aurait touchée en partant 2 ans plus tôt. Vous voulez répondre en mot, Frédéric Farah? Oui, alors je vais répondre. Ça impliquerait, comment dire, qu'on soit dans une situation un peu qui soit mécanique. C'est-à-dire que les individus qui restent 2 ans de plus se posent pas de l'emploi des seniors, se pose pas la question des conditions de travail, de la capacité des individus à pouvoir faire ces 2 ans de plus. Quelle est la situation salariale qui sera la leur? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on crée des emplois, mais ça ne règle pas la question du pouvoir d'achat puisque la progression des salaires est inférieure à celle de l'inflation. Bon, donc il n'y a pas quelque chose de mécanique et on sait très bien en plus que le taux d'emploi des seniors n'est pas, comment dire, pose aujourd'hui un problème. Et d'ailleurs, cette retraite est mal fichue parce qu'en fait, au lieu de penser la question de l'emploi des seniors bien avant d'y réfléchir, on fait la réforme et on pense que par des mécanismes plus ou moins incitatifs ou plus ou moins coercitifs, on va régler le problème. Donc, je crois qu'il se pose aussi une question beaucoup plus large, qui est la question du pouvoir d'achat, la question des conditions de travail, la situation qui va être faite à certains salariés qui vont avoir du mal de faire ces 2 ans en plus. Je voudrais qu'on avance d'un mot rapidement, s'il vous plaît. Tous les gouvernements ont eu du mal à réformer les retraites. C'est vrai que celui-ci n'y échappe pas. Mais il a sans doute sous-estimé le contexte. Et le contexte, effectivement, est la pression du pouvoir d'achat. On l'a vu, vous vous en souvenez, pendant le début de l'élection présidentielle. Donc ça fait maintenant plus d'1 an. Pèse fortement sur l'inquiétude des Français, sur le sentiment qu'ils ont du risque de déclassement, et aussi remet en cause le rapport au travail. Parce qu'on se dit, si j'ai beaucoup plus de mal à boucler mes fins de mois, ça ne sert à quoi de travailler, y compris de travailler plus longtemps, parce que je ne pourrai pas demain vivre correctement. On va poursuivre nos échanges dans un instant. Laissez-moi remercier M. Souillot et Christophe Barbier, qu'on retrouvera bientôt sur BFM TV. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission.